Alors nous nous sommes un peu déplacés du cadre habituel. Nous sommes ici dans le cadre de nos activités scientifiques, nos activités qui permettent aux membres, qui permettent de pouvoir équiper les membres du corps de l'élite scientifique. Alors comme nous sommes un parti politique et comme il n'est pas encore 18 h, vous allez vous lever, nous allons chanter l'hymne national et l'hymne du parti avant de continuer. Je vous prie de vous lever pour les différents hymnes du parti et... Non, l'hymne national et puis l'hymne du parti après. Alors, nous avons l'assistant Carlos qui va nous conduire. Vous avez... Prenez, vous avez... Debout Congolais, U2. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, 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 bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Union pour la démocratie, U2. Union pour la démocratie et les progrès social. Notre parti du peuple est parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès social. Notre parti du peuple est parti de la majorité. IDPS, oh IDPS, IDPS vaincra. Tenons bon, oh IDPS, pouvoir qui sont l'émanation du peuple. Chantons IDPS, oh IDPS, IDPS vaincra. Tenons bon, oh IDPS, IDPS viva! IDPS viva!
viva. Fachi Béton, viva, 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 viva. Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, 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 Big Rouge, aigle. Merci, on vous demande de vous rasseoir. Voilà, la réunion de ce jour se tient dans un autre cadre que celui d'habitude et aura essentiellement 2 points. Le premier point, c'est notre activité scientifique. Le deuxième, ça sera le divers. Voilà. Sans trop entrer dans les sujets, nous avons tous soif de découvrir ce que l'orateur va nous dire, mais vous devez savoir que le mot transition est très utilisé soit en politique. Le pays a connu, nous sommes un des pays d'Afrique qui a connu plusieurs transitions. En médecine, on parle de transition épidémiologique, où l'on a des maladies cardiovasculaires qui viennent remplacer les maladies infectieuses. Et voilà, ce même mot qu'on poursuit son bonhomme de chemin et se retrouve chez les géologues. Vous avez vu le sujet, c'est la RDC face aux enjeux de la transition énergétique, et il y a un cas spécifique, c'est le cas du secteur minier. C'est pourquoi j'invite le professeur Raphaël Matamba à prendre la parole. Il a 45 minutes. Après les 45 minutes, nous allons passer à la série des questions-réponses. Donc on va peut-être avoir une série de 15 questions par pile de 5. On pourra en avoir même plus en tenant compte du temps. Voilà. Le professeur Raphaël Matamba, vous avez la parole. Voilà, merci. Ouais. Vous avez besoin d'un micro. Ok, merci monsieur le coordonnateur national adjoint. Je vais essayer de présenter mon sujet, la RDC face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier. Ah si. Ok. Bon, j'espère que je vais bien voir là-bas. Bon, non, c'est bon, je vais voir. Monsieur. Bon, je rentre là où j'étais, c'est ça? Je peux? Ok. Merci. Alors, je disais que notre sujet est là, la RDC face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier. Alors, pour ne pas trop tarder, j'ai préparé 3 points essentiels. Alors, je vais aller rapidement pour vous montrer un peu le sommaire. Alors, premièrement, je vais parler de la transition énergétique, contexte et aperçu général. Donc, qu'est-ce qu'on attend par transition énergétique dans ce cas précis? Et puis, je vais parler un peu de la situation de la RD Congo
Alors là, je vais parler de ces minéraux qu'on appelle les minéraux critiques ou des minéraux stratégiques. Alors, puis je vais donner quelques conclusions et perspectives. Alors, je commence par là. Alors, c'est quoi la transition énergétique? Ça, c'est un peu la littérature. Je vais essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors, on vous dit, c'est pratiquement l'ensemble des transformations du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de les rendre plus écologiques. Alors, j'ai mis un peu en bleu là, vous avez qu'il y a déjà 3 termes. Il y a la production, la distribution et la consommation d'énergie. Alors là, on dit dans le but de les rendre plus écologiques. Quand déjà on parle de l'écologie, ça veut tout simplement dire plus respectueux de l'environnement, en fait, généralement. Alors, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette façon de produire, de distribuer et de consommer de l'énergie. Mais comme là, je vous dis, vers le bas, l'enjeu majeur et prioritaire de la transition énergétique, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je ne vais pas aller en détail, je pense que brièvement, tout le monde connaît ce qu'on entend par réchauffement climatique. Donc, vous avez quand même des modifications des températures au système du globe dues à des émissions énormes de gaz à effet de serre. Donc, globalement, vous avez un peu ça. Alors, les programmes de transition énergétique se fondent principalement sur le remplacement progressif des énergies fossiles. Entre parenthèses, on dit parfois nucléaire, bon, je vais y revenir, par un mix énergétique privilégiant les énergies renouvelables. Alors, quand on dit les énergies fossiles, parfois on dit les sources d'énergie fossiles, ce sont la plupart d'énergies qui contiennent, en fait, des sources d'énergie qui contiennent du carbone organique qui, lors par exemple de la production ou de la consommation, alors il y a émission des gaz à effet de serre. Et le principal gaz qu'on vise là-bas, c'est le CO2, qui est parmi les principaux gaz qui contribuent énormément au réchauffement climatique. Alors, vous voyez, ici, on parle de transition. Ça veut dire qu'on quitte d'une situation vers une autre. Mais là, nous sommes au milieu. Alors, le milieu, ça veut dire quoi? On ne peut pas s'en passer pour l'instant des énergies fossiles, mais il faut mettre en place des mécanismes pour commencer à remplacer une partie de ces énergies-là par des énergies dites vertes ou énergies renouvelables. Ça veut dire des énergies beaucoup plus respectueuses de l'environnement, ça veut dire qui ne polluent pas ou qui n'émettent pas des gaz à effet de serre. Alors, je pense que je me suis quand même expliqué. Alors, ici, je vous donne un diagramme pour vous faire une idée, parce que là, vous avez l'Agence internationale d'énergie, donc l'AIE. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont fait des scénarios. Là, c'est en 1900. Excuse. Ok. Voilà. Alors, là, c'est en 1990, quand déjà, à cette époque-là, on commençait un peu à parler des réchauffements climatiques, de l'environnement, de la production responsable, tout ça, ainsi de suite, de l'efficacité énergétique. Alors, si vous regardez, ici, nous avons le pétrole, qui est une source d'énergie très connue, et vous voyez déjà que ça représente pratiquement 37% à l'époque. Vous avez le charbon, vous avez l'hydroélectricité, vous pouvez voir ça part, c'est 2%. Alors, vous avez la biomasse et les biocarburants. Regardez bien, voilà, tout ce que j'ai mis un peu en rouge là-bas, c'est plus de part d'énergie là-bas, charbon, pétrole, CO2. Alors, par réchauffement climatique. Alors, là où je vais aussi attirer votre attention de faire, qui doit être un peu beaucoup plus responsable. Alors, c'est ainsi que, si vous allez dans les sites de l'AIE, ils font des simulations, donc des 90, 91. Donc là, j'ai pris carrément en 2030. Alors, en 2030, si vous regardez bien, alors vous voyez que la part de l'énergie fossile, c'est toujours là.
Donc on ne peut pas s'en passer. On ne peut même pas dire s'en passer du pétrole pour l'instant. On essaie d'encourager des personnes qui sont là, regardez là, les autres sources d'énergie, les énergies renouvelables. Vous voyez qu'en 90, c'était 0%, mais déjà là, fossiles, en parenthèse, je vous ai dit aussi les nucléaires. Alors, les nucléaires, le problème est que, bon, ce n'est pas que ça pollue l'environnement par émission, tout ça, non. Les nucléaires, le problème, c'est beaucoup plus la gestion des déchets radioactifs. Alors, c'est pourquoi on dit parfois que non, c'est une énergie propre par rapport aux émissions du carbone, mais dangereuse aussi parce que les déchets radioactifs sont difficiles à gérer. Et vous savez ce que les déchets radioactifs peuvent faire. C'est pourquoi, parfois, on veut l'éviter. Alors, la transition énergétique, c'est pratiquement ceci. Nous sommes là. Donc, vous avez à gauche des énergies fossiles qui polluent l'environnement, et vous avez à droite des énergies, bon, parfois on dit propres, bon, il y a toujours des terminologies, mais c'est sujet à discussion, mais on dit vertes, pour ne pas dire renouvelables, ainsi de suite. Alors, la transition énergétique, ça veut dire que nous sommes juste là. Donc, nous vivons déjà avec une part d'énergie fossile, le charbon, le pétrole, tout ce que vous connaissez, mais déjà, il y a remplacement progressif par des énergies dites vertes. Et ces énergies, c'est quoi? C'est les solaires, l'éolien, vous avez l'hydroélectrique, tout ça, ce sont des énergies, des sources d'énergie qui ne polluent pas l'environnement. Mais, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pratiquement se retrouver avec les énergies vertes. Alors, je vous ai dit que pour arriver à ce stade, même en termes de simulation, il faut peut-être attendre en 2500 ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un peu difficile. On ne peut pas s'en passer pour l'instant du pétrole, ainsi de suite, de ces sources d'énergie-là. Alors, là, j'ai parlé un peu brièvement de la transition énergétique. Alors, le problème que vient faire les secteurs miniers dans la transition énergétique. Parce que notre sujet, c'est la RDC face aux défis, aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier. Alors, je vous ai dit ici que, comme on a constaté qu'il y a certaines utilisations, par exemple, de cette énergie-là, en termes de production, de consommation et de transformation, qui font qu'il y a des émissions énormes de gaz à effet de serre. Alors, il y a eu maintenant, avec le temps, avec la conscientisation, par exemple, des chercheurs, des innovations technologiques qui, lorsqu'elles ont été développées, elles permettent d'accompagner la transition énergétique. Alors, pour l'accompagner, ces innovations font appel à quoi? À certains minéraux et métaux raffinés. Alors, j'ai mis en bleu, je vais vous expliquer. Alors, je continue d'abord. L'importance des minéraux et métaux, parfois on appelle stratégiques, je vous expliquerai, tient au fait qu'ils sont indispensables aux technologies bas carbone. Quand on dit bas carbone, ça veut dire qu'il y a une diminution des émissions de CO2. Alors, ce sont des technologies qu'on appelle les clean technologies, donc les technologies propres, ainsi de suite. Et en conséquence, au processus de transition énergétique des pays. Alors, vous voyez qu'on va maintenant, par exemple, au niveau des mines, pour trouver des substances, par exemple, qui peuvent aider à commencer à émettre de moins en moins de gaz à effet de serre. Alors, pour expliquer un peu minéraux et puis métaux, on n'est pas ici en géologie ou en mine, je vais vous résumer en une minute, parce qu'il y a des confusions énormes. Parfois, on parle des minéraux, des minéraux, des confusions. Bon, il faut être du domaine pour comprendre quand même. Alors, ça, c'est une explication très simple. Dans la nature, quand vous marchez, vous ne voyez rien. Ça, c'est comme si quelque chose qui vous cache un écran, c'est la terre. Mais dans le sous-sol, il y a quelque chose. Voilà. Mais ça qui peut découvrir, ce n'est qu'un géologue. Parce que quand on dit la géologie, effectivement, parmi les objectifs, c'est parvenir aussi à mettre en évidence les substances minérales que nous regorgeons. Il y a beaucoup de techniques pour le faire. On ne va pas entrer en détail. Alors, dès qu'il a découvert, alors, il fait quoi? Il laisse la place à l'ingénieur des mines. C'est pourquoi parfois on parle des géologues et des ingénieurs des mines. Alors l'ingénieur des mines, lui, va mettre des techniques, c'est un ingénieur, pour maintenant mettre en nu ces minéraux-là et commencer à l'exploiter. Alors quand on dit minéraux, c'est quoi? C'est pratiquement comme une roche. Alors ici, j'ai mis symboliquement pour vous montrer en vert. En vert, ça veut dire que c'est de la substance utile qui est dans cette roche-là.
Le reste ne nous intéresse pas. Alors, l'ingénieur, lui, il prend ces minéraux-là, il met à la surface. Ça s'appelle déjà minéré parce qu'il y a déjà une valeur économique, parce qu'on sait que dans la partie verte, il y a des éléments qu'on peut tirer. Alors, quand il met à nu, c'est ce qu'on appelle minéré, il y a les autres ingénieurs qu'on appelle les ingénieurs métallurgistes. Alors, eux, ils viennent maintenant pour dire quoi? Faire la concentration. Ça veut dire extraire la partie utile et laisser le reste là-bas qu'on va rejeter, qu'on appelle les rejets. Alors, ils font ce qu'on appelle la concentration. Et quand ils font de la concentration, bon, simplement, c'est pour vous montrer qu'il y a la partie verte. Alors, la partie verte, là-bas, c'est ce qu'on appelle des minéraux. Alors, les minéraux contiennent maintenant des éléments chimiques. Donc, vous pouvez avoir un minéral qui contient un seul élément chimique, comme les diamants, mais vous pouvez avoir d'autres minéraux qui contiennent beaucoup d'éléments chimiques. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, la malachite, en fait, c'est un minéré, mais qui contient des minéraux avec beaucoup d'éléments chimiques. Alors, par exemple, ici, j'ai pris un exemple du cobalt et du cuivre. Donc, le processus de quitter du minéré pour avoir cette partie utile, c'est la concentration. Alors, après, c'est ce qu'on appelle concentré. Et avant d'y arriver, je vous dis déjà à ce niveau que la RDC, 80% de ce que nous expédions, ce sont des concentrés. Donc, on se limite là. Donc, en termes de la plus-value, donc, comme on dit, la valeur ajoutée, ça ne représente rien. Si vous vendez un minerai comme ceci, un exemple simple, vous pouvez vendre à 100 $. Mais si vous concentrez, le concentré, vous pouvez vendre même à 10 000 $. Alors, il faut aller plus loin. La métallurgie des raffinages ou extractifs vous donne maintenant le produit fini. Donc, si vous parvenez à avoir des cathodes de cuivre, des cobalt, tout ça, les lingots d'or, vous pouvez quitter de 100 $ ici, à 10 000 par exemple à ce niveau, jusqu'à 1 million de $, je peux dire, ici. Alors vous voyez maintenant que quand on dit la RDC, c'est beaucoup plus le concentré qui est vendu. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de manques à gagner. Mais on ne va pas aller en détail. Je pense que je me suis fait comprendre. Mais là, quand on dit un minerai de la transition énergétique, c'est qu'on est à ce niveau-là. Mais quand on dit les métaux, c'est qu'on voit les éléments chimiques qui sont à l'intérieur de ces minéraux. Très bien. Alors, je disais tantôt que les innovations technologiques ont poussé, donc développé, accompagné la transition énergétique, font appel à différents minéraux et métaux raffinés. Par exemple, on parle aujourd'hui des véhicules électriques. Alors, pour arriver à avoir ces véhicules électriques-là, on aura besoin de certains éléments chimiques, des métaux, comme par exemple le cuivre, le lithium, le cobalt, l'antane, il y en a beaucoup. Alors, quand vous regardez, le cuivre est utilisé donc, à beaucoup d'applications. Mais déjà, ici, on vous dit, par exemple, dans toute voiture électrique, je n'ai pas mis de chiffres, je voulais vous donner un pourcentage, par exemple, de la part du cuivre, du lithium, du cobalt, ainsi de suite. C'est que, alors, pour des minéraux qui contiennent le cuivre et tous ces processus, avoir le cuivre. Alors, il y a aussi, par exemple, des piles en combustible. Vous voyez, à côté ici, on parle de platine, palladium, rhodium, ainsi de suite. Ce sont des éléments chimiques. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on a intérêt à recourir aux mines. Les technologies de l'éolien. Alors, les exemples que je donne, si vous tirez attention, renouvelables, c'est qu'on passe de fossiles à ceci. Quand on dit voitures électriques, c'est en comparaison aux voitures thermiques qui utilisent du carburant, l'essence, les minéraux. Alors, l'autre point important, c'est les batteries. Alors, on a trouvé qu'il y a parfois certains éléments chimiques qui, quand ils entrent dans la composition des batteries du monde, regarde la RDC, on va y arriver. Alors là, c'est quoi les substances maintenant minérales critiques et stratégiques? Déjà, quand vous commencez à intervenir, par exemple, dans les processus de transition énergétique, on aura besoin de vous partout. Alors, vous vous trouvez où? Au Congo? Alors, vous verrez toutes les multinationales venir au Congo. Parce que même au niveau économique, ainsi de suite. Alors, une matière d'abord première, d'après quelques définitions, est dite critique. Quand elle remplit 5 conditions, elle doit être utilisée dans un grand nombre de secteurs industriels, multi-usages. Donc, quand on dit le cuivre, on voit dans les éoliens, le cuivre, dans les batteries, le cuivre, dans les voitures, le cuivre. Non, tu deviens vraiment très intéressant. Alors, on dit difficilement substituable à court terme. On peut vous dire que, par exemple, dans les 10 ans à venir, les chercheurs n'ont pas encore trouvé un métal qui va substituer le cuivre. Alors, il devient encore beaucoup plus critique. Faire l'objet de nombreuses applications industrielles, ça je l'ai dit. Être doté d'une valeur économique importante. Si vous allez sur les places boursières, vous allez voir que chaque jour ici,
on voit le cours des métaux, hein, au LME, à Londres, tout ça. Le cuivre, maintenant, la tonne, c'est combien, tout ça. Alors, ce sont ces enjeux-là qui font que, par exemple, si on dit non, on ne peut plus trouver le cuivre dans les 20 ans. La tonne monte directement. Ce sont des spéculations économiques. Alors, ces éléments-là deviennent ce qu'on appelle les éléments critiques et stratégiques pour un pays. Alors, ces réserves et sa production doivent être concentrées géographiquement. Je vais vous montrer des exemples. Mais là, on peut se dire que non, mais il est utilisé partout. Mais il se trouve que dans un seul pays. Alors là, ce pays-là va faire objet, par exemple, des guerres. Je vais vous parler. Pour l'instant, on ne peut pas les substituer, par exemple, dans la fabrication des batteries pour des voitures électriques. Alors, vous comprendrez pourquoi on dit que non, cet élément là-bas est stratégique et en même temps critique. Alors, la notion aussi de criticité, il y a beaucoup de facteurs géologiques, très grande diversité des usages, ça je l'ai dit, et la crainte. Si vous voyez l'Union européenne, on va y revenir, on craint la pénurie. Comme nous sommes une société de consommation, et ils font des projections dans 10, 30, 50, 100 ans. Alors ils disent par exemple que non, comme tous les pays en cherchent, c'est qu'il y a risque de pénurie. Comme il y a risque de pénurie, ça augmente encore sa valeur et ça devient vraiment beaucoup plus critique. Économique aussi, la cartélisation des marchés impacte les pays consommateurs. Très bien. Vous connaissez vous-même le pétrole avec les pays de l'OPEP. Alors, quand ils constatent que non, ils n'en ont que des grandes réserves, alors ils vont faire un cartel pour commencer à influencer le marché. Alors, c'est ainsi aussi qu'avec le métaux, on commence à dire que non, mais par exemple, le cobalt, il y en a qu'au Congo. Alors, si le Congo se décide, le Congo peut bloquer, par exemple, ses exportations ou commencer à imposer les quotas pour, par exemple, modifier le cours du cobalt. Alors ça, on ne peut pas les laisser faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous ces enjeux géopolitiques dont j'ai parlé tantôt. Alors, stratégique, j'ai expliqué. Environnemental aussi. Bon, parfois, on dit aussi que quand tout le monde commence aussi à vouloir exploiter, mais il y a de l'énergie pour l'exploiter. Donc, vous allez commencer à consommer énormément d'énergie. Ça commence encore à être une exploitation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un développement durable est un problème. Alors, ça, c'est un exemple. J'ai pris ici, si vous regardez, pas sur les sites critiques dans tout ça. Donc, c'est IA, je pense. Mais là, regardez, je ne sais pas si tout le monde voit. On vous dit ici, concentration géographique des métaux critiques. Alors, vous allez voir qu'ici, on parle du pétrole, gaz, par exemple. Mais là, on voit ici les métaux. Cuivre. On n'apparaît même pas. Bien qu'on soit, par exemple, autant, mais il y a le Chili, il y a la Zambie, tout ça. Mais regardez bien nickel. Mais regardez le cobalt, là. La RD Congo. Si vous prenez là, en termes de pourcentage, c'est plus de 70% des réserves mondiales. Après la RD, vous avez par exemple là, l'Australie et puis la Russie. Alors la partie restante ici, c'est les autres. Donc pour le cobalt, vraiment, c'est vraiment un métal critique. Donc maintenant, il faut mettre la main sur le cobalt. On est en 2021. On est en 2021. Mais là, vous avez vu, on a fait le scénario 2021, 2030, 2050. Alors, on a pris quelques métaux critiques qui entrent dans beaucoup d'applications et qui entrent aussi dans les processus de transition énergétique. Regardez bien le cobalt. Donc, si vous regardez les scénarios, vous allez voir que, pour par exemple, en rouge, on dit les batteries de stockage, par exemple. Donc, en 2030, on en aura encore besoin. Si vous voyez, par exemple, les voitures électriques, c'est tout ce qui est en bleu. Mais regardez, c'est en train d'augmenter. Mais là, regardez même l'élément dont on aura besoin, par exemple, en 2050. C'est quoi? Le lithium. Regardez. Alors qu'en 2021, nous, on est en 2024. Aujourd'hui, on est quelque part là-bas. La consommation l'appelle. Ce qui veut dire qu'en termes d'exploration, de prospection, les autres commencent maintenant à chercher où se trouve le lithium. Et je vous assure qu'on a beaucoup de ressources en lithium à Manono, dans les Tanganyika. Et il y a des Américains, des Chinois, c'est beaucoup des enjeux stratégiques. Alors ça, c'était aussi un exemple. On passe. Alors, quelles sont les politiques qui ont été mises en place par des grandes puissances, notamment les Européens, les Américains et les Chinois? Je vous en parle. Alors, l'Europe s'est réveillée en retard. Les Européens se sont rendus compte que non, avant c'était l'exploitation classique, cobalt, tout ça, depuis que les Belges étaient là. Mais là, avec tout ce qui vient comme métaux critiques, qui ont beaucoup d'applications, on parle même par exemple dans les, comment je peux dire, dans l'aéronautique, dans les super-alliages, le nickel intervient, on dit non. Alors il faut qu'on cherche où ça se trouve. Mais là, quand ils se réveillent, ils trouvent que non, non, c'est déjà en retard. La Chine avait déjà pris presque plus de 60% des gisements de tous les métaux critiques du monde entier, via des investissements directs dans des pays étrangers, via des partenariats, ainsi de suite.
C'est pourquoi vous voyez les Européens maintenant vouloir signer des partenariats avec des pays pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement responsables, pour sécuriser les chaînes de valorisation de tout ça. Tout ça, c'est pour mettre la main et sécuriser, par exemple, l'approvisionnement en ces métaux critiques. Alors, il y a des politiques qui mettent en place, comme par exemple ici, disent il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Alors, ils disent quoi? Mettre en place une stratégie des investissements directs étrangers. Or, ça, il se réveille maintenant. La Chine avait commencé avec ça depuis les années 2000. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez du cobalt, même ici au Congo, toutes les grandes entreprises minières qui exploitent du cobalt, Tenke, Funguru, mais tout ça, c'est toujours les Chinois. Ce n'est pas seulement ici, en Zambie, dans beaucoup de pays. C'est ainsi maintenant qu'ils se retrouvent qu'ils n'ont plus ces moyens-là. Alors, s'ils veulent, par exemple, passer par les partenariats, c'est ce qu'ils veulent faire, mais ça ne passe toujours presque pas. Ils développent aussi les politiques de recyclage. Ils disent, par exemple, que non, mais on a des nickel partout ici. Alors, au lieu, par exemple, d'aller exploiter de nouveaux gisements, mais on peut commencer à recycler tout ce que nous avons ici. Mais en termes aussi de recyclage, les quantités obtenues ne seront pas, par exemple, suffisantes pour répondre aux besoins qu'on peut envisager. Ils disent aussi la constitution des stocks. Mais oui. Donc c'est comme les pays de l'OPEP font. Donc on dit non, non, avec ceci, comme une guerre va s'annoncer, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus être sobre. Liste de métaux critiques pour l'Union européenne. Je ne vais pas les citer ici, 50. Alors c'est depuis 2011 que maintenant les Européens se sont réveillés. 2011 ici, alors que les Chinois c'était depuis 2000. Qu'ils ont trouvé que non, non, en fait, il faut qu'on trace une liste de tous ces éléments critiques ou stratégiques pour commencer à les contrôler. Pas seulement au niveau de l'Union européenne, mais mondialement, pour garantir leur approvisionnement. Je pense que j'ai trop parlé, mais l'essentiel est passé. Alors, situation en RD Congo, c'est le deuxième point, je vais aller vite. Je n'ai pas beaucoup à dire, peut-être dans les discussions, je vais répondre parce qu'il y a tellement de choses, mais j'ai quand même résumé. La notion de substances minérales stratégiques est consacrée dans le code minier. On a un code minier, le règlement minier. Quand vous y allez, l'époque prendra un décret, mais là pour donner aussi la RDC, quels sont les minéraux ou les métaux que nous devons considérer comme stratégiques et critiques, et le coltan. C'est que même le cuivre n'apparaît pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un décret. Il n'y en a que 3. Les Européens ils sont déjà à 57. Les Américains sont au-delà des 50, ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, on découvre que même le cuivre qu'on ne considérait pas, le cuivre est devenu vraiment critique. Et qu'il faut contrôler les gisements parce qu'au rythme d'exploitation et de consommation, je vous ai dit que d'ici 2050, on n'aurait plus de gisements. Alors, il devient même critique. Alors, ça, c'est pour la RDC. Alors, là, je vous donne les principaux pays producteurs de minerais stratégiques. Alors, là, on a mis en rouge, c'est ces pays-là. Et là, vous allez voir qu'en Afrique, il y a le Congo, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Alors, le Congo, bon, je n'ai pas mis la légende, ce sont... Vous voyez la source, hein? Il y a critique ou stratégique en fonction des réserves que nous avons. Mais ces réserves-là, comment ils savent qu'on a plus de 70% de réserves? Mais c'est parce que les Belges avaient déjà travaillé, on a des gisements qui ont été évalués, tout ça. C'est ainsi que pour aujourd'hui, si vous me dites par exemple que non, mais le lithium, c'est combien? C'est difficile. On a le germanium, c'est combien? C'est difficile. Donc, il faudrait aussi des travaux d'exploration, de prospection qui peuvent prendre du temps. Alors, on y reviendra, il ne faut pas que je parle trop. Trop parler peut tuer. Perspective d'avenir, je pense qu'il y aura des questions, on va en parler. Alors, c'est quoi? Il y a beaucoup de problèmes. Je vous ai dit ici, pour ceux qui ont suivi, qu'on quitte du minerai, du concentré et du métal raffiné, le produit fini. Donc, on peut quitter, par exemple, du minerai, vous vendez à 10 $, le concentré, vous vendez à 100 $, mais le raffiné, vous vendez même à 100 000 ou à 1 million. Vous voyez un peu la valeur ajoutée? Ce qui fait que même le code, on a interdit de vendre du concentré. Mais je vous dis, tout ce qu'on va, quand on dit non, non, on a vendu des produits miniers, c'est du concentré. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on a intérêt à recourir aux mines. Les technologies de l'éolien. Alors, les exemples que je donne, si vous tirez attention, quand on dit l'éolien, c'est une source d'énergie qui est un peu propre, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, donc qui est renouvelable. C'est qu'on passe de fossiles à ceci. Quand on dit voitures électriques, c'est en comparaison aux voitures thermiques qui utilisent du carburant, l'essence, le mazout. En Europe, on est en train de restituer. Aujourd'hui, on parle des voitures hybrides qui utilisent les deux, mais l'objectif, c'est passer aux voitures totalement électriques. Alors, on sait que non, on ne va plus mettre de l'essence, parce que quand vous mettez de l'essence, alors les gaz qui sortent quand vous roulez, c'est du CO2 et ça contribue au réchauffement climatique. Alors,
on peut aussi avoir dans la fabrication, par exemple, il faut passer aux voitures électriques. Alors, voitures électriques, j'aurais besoin du cobalt, j'aurais besoin du nickel, du lithium. Alors maintenant, où se trouvent ces ressources-là? Vous voyez déjà que non, ce sont maintenant des enjeux, des grands enjeux maintenant au niveau du monde. Alors, ça c'est un exemple. On vous dit dans un scénario climatique au niveau du monde, regarde la RDC, on va y arriver. Alors là, c'est quoi les substances maintenant minérales critiques et stratégiques? Déjà, quand vous commencez à intervenir, par exemple, dans les processus de transition énergétique, on aura besoin de vous partout. Alors, vous vous trouvez où? Au Congo. Alors, vous verrez toutes les multinationales venir au Congo. Parce que même au niveau économique, alors, vous avez le coût qui augmente, ainsi de suite. Alors, une matière d'abord première, d'après quelques définitions, est dite critique. Quand elle remplit 5 conditions, elle doit être utilisée dans un grand nombre de secteurs industriels, multi-usages. Donc, quand on dit le cuivre, on voit dans les éoliens, le cuivre, dans les batteries, le cuivre, dans les voitures, le cuivre. Non, non, tu deviens vraiment très intéressant. Alors, on dit difficilement substituable à court terme. On peut vous dire que, par exemple, dans les 10 ans à venir, les chercheurs n'ont pas encore trouvé un métal qui va substituer le cuivre. Alors, il devient encore beaucoup plus critique. Faire l'objet de nombreuses applications industrielles, ça je l'ai dit. Être doté d'une valeur économique importante. Si vous allez sur les places boursières, vous allez voir que chaque jour ici, on voit le cours des métaux, hein, au LME, à Londres, tout ça. Le cuivre, maintenant, la tonne, c'est combien, tout ça? C'est qu'on a créé Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. Et il y a aussi ce qu'on a appelé CCB, dans la création du Conseil congolais de la batterie. Ça veut dire maintenant quoi? On dit, au lieu de vendre encore des concentrés de cobalt comme on les fait, il faut maintenant passer au raffinage du cobalt pour avoir le cobalt métal. Ou soit, comment je peux dire, donc il y a d'abord, le concentré qu'on voit, c'est les oxydes de cobalt. Maintenant, on peut par exemple aller avoir des sulfates qui peuvent entrer directement dans les batteries et ça le faire au Congo. C'est pourquoi maintenant le Congo avait tracé, ils ont un partenariat avec la Zambie pour mettre ensemble, par exemple, ces projets-là et commencer à produire du cobalt ici et produire même des batteries localement. Alors, là, on aura, par exemple, une plus-value assez élevée. Alors, il y a aussi la mise en place des zones économiques spéciales, les ES, comme on les appelle dans le code, des mesures incitatives aussi différentes. Mais sans passer, tout ça, c'est bien beau, on les a mis en place. Mais les gens, comme il y a la course aux minéraux stratégiques, aux métaux stratégiques, quand ils viennent, ils savent que pour faire l'exploration, découvrir un gisement, c'est 10 ans. Au minimum, c'est 7 ans, c'est 10, même 15 ans. Alors, c'est du temps perdu. Vous voyez comment ils mettent des chiffres d'ici 2030. Alors, eux, ils veulent venir sur ce que nous, on a déjà fait comme découverte. Alors, on leur dit non, c'est compliqué. Il faut, par exemple, ils disent, mais tout ce que vous avez comme réserve là-bas, et quand ils viennent, ils trouvent que non, tous les permis d'exploitation des recherches, c'est la Chine. Ce sont les sociétés chinoises, Sicomine, qui a presque tout. Alors, la mise en place d'une zone franche entre tout ça, et tantôt, l'élaboration d'un plan stratégique sur les minéraux critiques en RDC par le ministère. Quand j'ai mis par le ministère, c'est Madame la ministre des Mines, qui avait compris à un moment donné qu'il faut un plan stratégique, parce que même quand elle circule, mais là, tous les pays africains mettent en place maintenant leur plan stratégique pour leurs minéraux, et veulent même qu'on mette maintenant un plan commun pour l'Afrique. Pour des pays comme le Congo, je ne sais pas d'autres pays, Zambie, ainsi de suite, pour commencer aussi à influer sur les marchés mondiaux de ces éléments-là et gagner beaucoup d'argent en termes d'exportation. Bon, merci. Alors, nous remercions l'orateur. Alors là, nous avons quand même une économie de 15 minutes. Merci. Je vais passer devant. Ok, je remercie le prof Matamba pour la présentation qui a été très claire et qui suscite en moi beaucoup d'inquiétudes. Je reformule dans ma question. Quel est l'intérêt que nous, en tant que pays, avons à dire que nous allons transformer tous nos minéraux en métaux pour augmenter
la valeur ajoutée alors que ça appartient aux Chinois. Qu'est-ce qu'on va gagner parce que tout leur appartient, que ce soit les mines de cuivre, de cobalt, bon, etc., etc. Ça, c'est le premier volet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un rétro-pédalage? Parce que c'est pas normal. On a vendu le pays. Est-ce qu'il y a moyen de faire un rétro-pédalage? Voilà, deux aspects. Bon, je remercie également l'orateur du jour, même arrivé un peu en retard, mais je pense avoir capté l'essentiel du message, qui en moi inspire plutôt beaucoup d'optimisme. Et mon optimisme va dans le sens que la prise de conscience, en sachant où est le problème, pourra permettre aux scientifiques du pays d'aider l'exécutif à prendre des mesures importantes. À côté de ce commentaire, ma préoccupation, il s'agit des énergies. De plus en plus, on parle de l'hydrogène verte, etc., issu du mariage entre l'eau et la forêt. Est-ce que ce n'est pas une piste envisageable en termes d'énergie, même si là, je ne parle pas directement de métaux stratégiques, etc. Oui, ma question va s'inscrire dans le même ordre d'idée du directeur. La transformation. À partir de la transformation, la question que j'aimerais poser à l'orateur, c'est est-ce qu'à ce jour, la RDC a ses moyens, les moyens du point de vue technologique d'abord et aussi financier? Parce que nous savons que dans la plupart des cas, le problème, ces grandes entreprises, ces multinationales qui viennent, c'est parce qu'elles ont ces fonds. Elles ont ces fonds, est-ce qu'elles accepteraient de les investir ou la RDC a ses moyens pour implanter ces entreprises de manière locale pour faire cette transformation? Merci pour la parole. Ma question est la suivante. L'orateur l'a dit, le professeur Raphaël Matamba dit que plus nous avons ces minéraux stratégiques, il y a des risques de la guerre parce que ça suscite aussi de la jalousie des autres. Parce que c'est tout le monde qui en demande, ils veulent prendre ça par tous les moyens. Les moyens justes ou aussi les moyens injustes. Mais est-ce que parmi ces minéraux, nous avons aussi ceux qui contribuent à la fabrication des armes? Et qu'est-ce qui peut être fait pour nous? Merci beaucoup pour la parole. Je voulais féliciter le professeur pour son exposé très clair, brillante, et puis voilà. Professeur, je voulais un peu savoir, vous avez parlé de la demande au niveau mondial pour entrer dans ce concept de transition énergétique. Aujourd'hui, selon une étude diligentée par le gouvernement congolais, Bloomberg avait démontré que d'ici 2050, il y aura une forte demande. Il y aura plus ou moins 1 milliard de véhicules en circulation, véhicules électriques. Je me dis, est-ce que la RDC sera-t-elle à mesure de disponibiliser tous ces métaux que l'humanité a besoin? Est-ce que nous sommes à mesure? Parce que lors de la COP 27 ici, le chef de l'État avait proclamé les pays comme pays solution par rapport à la transition énergétique. Est-ce que nous sommes à mesure d'être vraiment, de mettre à la disposition de l'humanité ces minéraux dont l'humanité a besoin? Deuxième chose, vous avez dit nos métaux critiques.
servent pour entrer, ce sont des ingrédients de la transition énergétique. Est-ce que vraiment la RDC pense qu'on peut seulement entrer dans cette transition énergétique rien qu'avec les métaux? Mais en ce qui concerne l'électricité, nous avons des potentiels de l'hydroélectricité. C'est aussi une autre alternative à bas carbone. Pourquoi nous nous attelons seulement aux métaux qui nous posent des problèmes? Parce que tous ces pays qui convoitent la RDC ont besoin de ces minéraux. Est-ce que nous, pour nous, les pays qui sont producteurs de minéraux critiques, nous produisons ici au pays, les minéraux prennent les bateaux jusqu'en Chine, c'est là où on fabrique les précurseurs de batteries, et puis les batteries sont fabriquées en Europe. Nous-mêmes, nous sommes pays émetteurs de gaz à effet de serre. Est-ce que vraiment nous devons nous engager ou bien les pays continuent à réfléchir? Merci. S'il vous plaît, on va prendre une question par une de salle pour permettre à l'orateur de pouvoir répondre. On va continuer. Nous laissons d'abord le temps de répondre aux 5 premières questions. Professeur, vous avez la parole. Le micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Je commence avec la question du professeur Béa. Alors, l'intérêt que la RDC a transformé localement alors que tout appartient aux Chinois, donc c'est déjà vendu. Bon, ok. Bon, je ne vais pas aller en détail. Quand je dis qu'on peut produire localement, ça ne veut pas tout simplement dire qu'on doit avoir des entreprises congolaises comme la Gécamine, la MIBA, Sukimo, vous savez dans quel état tout ça se retrouve. Ça veut tout simplement dire que quand les investisseurs arrivent au Congo, notamment les Chinois là et les autres qui sont là, les Australiens, ainsi de suite, alors généralement, comme Kamoa par exemple, ils arrivent avec des projets d'investissement, ils vont commencer par demander des permis de recherche. Dès qu'ils ont ces permis là-bas, ils font des études de faisabilité au Congo, parce que dès que vous les faites au Congo, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme qui va déjà en termes de recettes, ainsi de suite. Alors, ça c'est les Chinois, ainsi de suite. À vrai dire, il y a la Gécamine. N'oublions pas qu'il y a toujours la Gécamine qui est là, mais comme la Gécamine avait déjà ses réserves connues, ils ont travaillé depuis. Alors, la plupart aussi des investisseurs qui sont venus, au lieu de perdre du temps, par exemple, pour commencer à faire l'exploration, tout ça, le développement de la mine, ça prend autant d'années. Ils ont pratiquement amené des outils et ils ont signé des JV, joint venture, avec la Gécamine, pour commencer à exploiter avec des parts qui peuvent être autant de pourcentages pour la Gécamine, un autre pourcentage, par exemple, pour les Chinois. Mais que ce soit la Gécamine, que ce soit les Chinois, les Australiens, tout ce que nous avons, si on pousse tout le monde à aller plus loin, donc à ne pas des produits marchands, par exemple ceux qui sortent au niveau du commerce extérieur pour être taxés, on dit non, non, le concentré on ne taxe pas, vous ne pouvez plus, ils seront obligés maintenant, dans leur plan d'investissement, comme j'ai dit, d'amener tous les équipements, ils seront facilités avec des avantages, comme je l'ai dit, au niveau de la fiscalité, d'amener ici et de transformer localement. Alors c'est ça qu'on dit, donc ça ne veut pas dire que pour le faire, il faut qu'on ait nos propres mines. Non. Donc, ce n'est pas ça. Alors, pour monsieur le recteur, oui, la prise de conscience, oui, ça c'est vrai. Déjà, au niveau du code minier, ouais, 16 ans après, on s'est mis pour voir que non, on perd beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Le code est là. D'ailleurs, même, avec tout ce que je vous ai dit ici, ça fait encore objet de discussions. Je vous ai dit que jusque là, nous, on n'a que 3, alors que les cuivres déjà, les nickel, les lithium, ainsi de suite. Alors là, on ne sait pas aussi directement dire que le lithium est autant, le nickel, non, parce qu'on ne sait même pas évaluer nos propres réserves. On ne les connaît pas. Tout ce que nous avons, c'est ce peut-être qui avait été laissé par les Belges. D'ailleurs, dans la politique même du gouvernement, même du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il l'a dit. Donc, les nouveaux investisseurs qui viennent, quand ils arrivent au pays, dans le secteur minier, ils ne vont plus aller chercher. Gécamine avait trouvé quoi? Non, non, on dit il faut maintenant faire de l'exploration. Donc vous devez passer à l'exploration pour qu'exactement on sache, par exemple, en termes de tels éléments critiques, qu'est-ce que nous avons comme réserve? Ressources déjà minérales et même réserves. Que ce soit prouvé ou probable, tout ça on doit connaître. Mais c'est ce qu'on n'a pas pour l'instant.
Alors, les énergies vertes, oui. Je n'ai pas voulu parler de l'hydrogène vert, oui. Mais tout le monde en parle aujourd'hui, ainsi de suite. Je n'ai pas voulu entrer dedans. Effectivement, ça fait partie des énergies renouvelables. Mais je pense que pour cet aspect de l'hydrogène vert, il y a toujours cette problématique-là de dire oui, ça sera une énergie propre, mais aussi l'énergie qui sera aussi mise en place pour parvenir à produire ça, ça pose problème. D'ailleurs, ce sont même des discussions actuelles au niveau des chercheurs, au niveau du monde, pour dire, bien sûr, on veut des voitures électriques. Maintenant, tout le monde, on doit exploiter des grandes quantités, par exemple, de cobalt, de cuivre. Or, en exploitant beaucoup, ce sont encore des quantités énormes d'énergie qu'on dépense pour avoir encore le cobalt. Or, la politique de développement durable, on dirait une consommation minime de l'énergie, donc une efficacité énergétique. Mais si vous devez commencer à dépenser beaucoup d'énergie pour extraire ce qui va vous aider encore à polluer moins, donc il y a toujours ces problèmes-là. Je pense que ça, c'est aussi une piste envisageable, mais qui est toujours encouragée, mais à part ces problèmes-là, de l'énergie qu'on doit utiliser aussi pour produire cet hydrogène vert-là. Alors, le prof Élisée, est-ce que la RDC a ses moyens technologiques et financiers pour implanter ces entreprises localement? Oui, bon, ça répond un peu à ce que j'ai dit, tout ça. Ce n'est pas seulement que nous devrions en avoir, c'est des investissements en termes de milliards de dollars. Donc, quand vous voyez les KCC, Camo, toutes ces choses, quand ils vous disent 10 milliards, 15 milliards, donc, c'est un petit peu, vous ne pouvez pas. Alors, en regardant la RDC, on ne peut pas. Mais du coup, d'abord, pour ceux qui sont là, donc ils peuvent encore aller plus loin pour que l'État récupère quand même assez, comment je peux dire, des recettes, hein, donc ainsi de suite. Et à ce sujet même, il y a même un groupe qui a été créé, je pense, qui avait été initié par les Saoudiens, qui ont demandé aux pays africains, bon, en fait, même quand je dis les Saoudiens, tous les pays, les grands du monde, des grandes puissances qui ont beaucoup d'argent, comme l'Arabie Saoudite, vous allez voir qu'on a fait 2 fois Riyad, donc ils vous appellent, venez un peu, quand ils voient qu'il y a de cobalt, mais quand ils regardent, la Chine a tout. Mais là, parfois, ils vous disent maintenant que nous, on a certains partis des gisements à faire ceci, et c'est aussi la guerre avec des Américains, c'est la même chose. Alors, vous allez voir qu'ils veulent toujours, mais le problème est qu'il faut d'abord connaître ce qu'on a, et le fameux problème d'instabilité politique avec des guerres, ainsi de suite, ils hésitent. Alors, le prof Sangabao a dit, parmi ces minéraux, est-ce qu'on en a aussi? Oui, mais bien sûr. Donc, pour avoir des industries d'armement, on peut toujours en avoir. Donc, quand vous allez dans des missiles, dans des armes, tout ça, le cuivre d'ailleurs, déjà on parle même des balles, hein, en fait, de tout ce que vous avez pour des armes, mais c'est à base du cuivre. Le cuivre rentre comment je peux dire, dans la composition de ces armes-là. Donc, il y a beaucoup de métaux qui entrent aussi en composition de ces armes là-bas, et on peut le faire. On peut toujours le faire. Quand j'ai donné la liste d'applications, c'est beaucoup plus orienté vers, hein, comme j'ai dit, transition énergétique. Mais si on va dans les applications classiques, mais le cuivre a beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications. Il y a eu même à l'époque, on disait, quand la guerre s'annonçait, par exemple, Iran-Irak, directement les cours de cuivre montaient. Parce que les entreprises d'armement en avaient beaucoup plus besoin pour fabriquer davantage des armes. Alors, l'agence Bloomberg, ça c'est notre expert de la CTCPM, héritier, Mazou. Ok. Sera-t-elle à mesure de disponibiliser ces métaux? Mais non. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on connaît, à part le cobalt, je dis ici, à part le cobalt et quelques métaux ou substances minérales pour lesquelles on a la certitude des réserves, le reste ici, on ne connaît pas. On ne connaît pas du tout. Il y a carrément, il n'y a que les indices de minéralisation. Même quand on dit non, non, la RDC, c'est un scandale géologique, on a beaucoup. Oui. Mais si on vous demande, dites-nous en termes de lithium, c'est quelles réserves? On ne sait pas les dire parce qu'on n'a jamais fait, par exemple, des sondages profonds pour évaluer clairement. Alors c'est pourquoi, pour l'instant, on commence à demander que non, les nouveaux investisseurs qui viennent, si vous voulez investir dans l'exploration, il y a même des facilités. Il y a même une entreprise canadienne qui fait de l'exploration et avec beaucoup de facilités pour qu'on parvienne, par exemple, à nous dire le nickel. On a beaucoup de nickel, on dit on a beaucoup de nickel au Kasaï, des métaux critiques. Les lithium, je vous ai dit qu'il y en a à Manono. Mais les entreprises qui viennent voudraient trouver déjà des gisements déjà certifiés avec des valeurs, comme ça ils investissent. Quand ils doivent eux venir maintenant pour commencer à faire de la prospection, tout ça, ils trouvent que c'est coûteux, il y a instabilité, ils ne viennent pas. Alors, maintenant comme vous dites, sera-t-elle à mesure de disponibiliser? Non, il n'y a pas que la RDC. Je vous ai dit même quand on a classé, c'est maintenant qu'on se recherche d'abord nous-mêmes. On n'a même pas encore une politique nationale, par exemple, de gestion des minéraux critiques ou stratégiques.
Alors que les pays européens, c'est depuis 2011 qu'ils ont commencé, ils ont vu, je l'ai dit ici, qu'ils étaient déjà en retard. La Chine a commencé en 2000, je ne sais pas par quel miracle, mais ils ont commencé à faire des investissements énormes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple en Zambie, vous trouvez que la Chine a là plus de 70%. Et le cobalt mondial, quand on dit là, plus de 80% du cobalt mondial, en termes de réserves, c'est en RDC, dans le sous-sol. Mais en termes de production des entreprises, c'est ainsi maintenant que les Américains commencent maintenant à contrecarrer maintenant les Chinois. Alors quand ils viennent au Congo, ils trouvent que non, il n'y a plus rien à prendre. Tout est dans les mains des Chinois. Maintenant, ils disent que non, on peut maintenant aller du côté artisanal. Et puis, ils commencent aussi à mettre des normes pour contrecarrer les Chinois. Bon, c'est un peu de la géopolitique. Mais c'est une guerre ouverte entre les deux puissances là-bas. C'est déjà propre. Mais là, quand on dit transition énergétique, il y a beaucoup de sources d'énergie. Donc, l'hydroélectrique fait partie des sources propres depuis longtemps. Mais là, pour l'instant, quand vous roulez, par exemple, ici, quand vous roulez avec votre voiture, vous aurez besoin d'une source d'énergie. Alors, vous allez faire quoi? Un barrage pour voilà, quoi, la voiture? Vous voyez, c'est difficile. Alors, si vous voulez, par exemple, avoir, par exemple, un dispositif qui doit stocker de l'énergie, une batterie, par exemple, mais là, une batterie doit être fabriquée. Mais fabriquée avec quels composants? Quels sont les composants qui entrent là-bas? On dit non, il faut du cobalt, manganèse, ainsi de suite. Alors maintenant, ces éléments-là, c'est dans les mines qu'il faut les trouver. Mais l'hydroélectrique, c'est encourageable. Non, non, le monde entier sait que non, non, c'est quand même une énergie très propre qui ne pollue pas. Alors, pour Bloomberg, bon, ça, il y a toujours ceci. C'est ce qui fait que aujourd'hui, vous voyez les États-Unis signer avec le Rwanda, tout ça. Le même mémorandum, les MOU qu'ils ont signé là-bas, les protocoles d'accord, on a signé avec eux à Bruxelles le 26 octobre de l'année passée. Le même. Mais là, ils ferment même les yeux sur les aspects de la traçabilité. Alors que les mécanismes de certification disent que non, pour même vendre votre cobalt, quand Tenke Fungurum vend le cobalt, on sait déjà que non, ils exploitent correctement, ce sont des exploitations responsables, ils ne polluent pas l'environnement, ils suivent pratiquement les directives du code minier. Mais quand le Rwanda, par exemple, vous vend, par exemple, de la cassiterite, et qu'eux achètent, alors que les mécanismes de certification disent que non, non, il faut commencer par voir la cassiterite vient de quel puits, de quel gisement. Mais vous voyez que pour les Rwandais, ils ne regardent même pas ça vient d'où. Eux, ils voient directement au niveau de l'entité de traitement. Fonderie ou raffinerie, ainsi de suite. Alors que ça ne devrait même pas passer. C'est mis en place pour sécuriser les approvisionnements en ces métaux là-bas. En tout cas, ça sera une catastrophe. C'est pourquoi ils vous signent en désordre tout ce qu'ils font, ainsi de suite. Donc, bref, ce sont ces statistiques-là qui font que la guerre, la course aux minéraux critiques, aux métaux critiques est vraiment engagée. Et partout où vous passez, tout le monde vous approche, le cobalt, les lithium, ainsi de suite. Il y a même des entreprises qui sont là même en train de faire l'exploration pour s'en accaparer. Il y a d'autres même qui ont même pris des carrés miniers, juste ils ont des titres, mais pour d'abord voir comment ça va aller, afin de passer à l'exploration, ainsi de suite. Merci. Alors, nous passons à la deuxième série. Merci pour la parole, Korga. Je tiens d'abord à féliciter l'exposé du prof Matamba. Déjà, pour m'interroger et lui demander pourquoi ce thème sur les mines est très moins développé ou débattu en RDC. C'est ma première préoccupation. Vous pouvez constater que depuis que nous sommes ici, c'est peut-être la première fois qu'un thème sur les mines est développé. Et vous avez tous apprécié, et vous avez vu la dimension. Mais pourquoi? Dans un pays qui est considéré comme le scandale géologique, on parle moins de ce qui fait sa force, et on parle beaucoup plus sur ce qui est presque des communs des mortels. Tout ce qui se parle sur la rue, c'est cela qui fait sujet de débat. Mais tout ce qui fait la force ou la richesse même de la RDC, c'est-à-dire les mines, on en parle moins. Et on ne s'arrête pas là. Quand nous allons même dans nos grandes universités, quand nous essayons même de parcourir les corps professoraux au Congo, on trouve que trop peu sont ceux-là qui se spécialisent dans ces domaines. Pourtant, les domaines les plus vitaux et les domaines même secrets de la RDC.
Vous avez parlé et vous avez laissé en parenthèse beaucoup de points. Vous-même, vous les disiez. Que ce soit sur la production, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour les perspectives même, ou les stockages. Pour ce qui est des stockages, c'est là où est ma préoccupation. Il y a un fonds créé en RDC appelé Fonds minier pour les générations futures. On pense déjà aux générations futures. Pendant que les États-Unis et la Chine sont en train de stocker les minéraux stratégiques pour d'ici 50 ans, 100 ans, en RDC, qui détient ces minéraux, vend ces minéraux en contrepartie des montants qu'on doit garder à la Banque centrale pour les générations futures. Qu'est-ce que cette génération future va faire avec 2 milliards de dollars gardés sur des richesses ou sur des minéraux qui ont été vendus le moins cher possible? En perspective, qu'est-ce que vous conseillez? C'est ça. S'il vous plaît, Maître Dan. Oui. En perspective, qu'est-ce que vous conseillez? Je rappelle à l'attention de l'assistance, allez, si vous avez un commentaire, ça ne peut pas dépasser 1 minute, et posez directement votre question. C'est ça, voilà. Ma question. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement par rapport au stockage du minerai stratégique? Et maintenant, le dernier volet, c'est sur l'artisanat. Puisque vous avez aussi évoqué cela, vous avez dit que l'artisanat représente 10%. Mais pourtant, nous savons très bien que l'artisanat, même du temps où on exploitait les diamants, l'artisanat représentait beaucoup plus de pourcentage que l'industriel. Mais pourquoi aujourd'hui, dans ces minéraux stratégiques, l'artisanat ne couvre qu'un minime pourcentage? C'est parce que l'artisanat n'est pas encadré. Voilà. Alors, je pose la question. Rien. Posez votre question. Oui, mais oui, je dis, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qu'il faut que l'artisanat ne couvre que 10%? Merci. Oui. Passez le micro à... S'il vous plaît, nous rappelons, posez la question. Quand vous avez... Le commentaire ne peut pas durer. Je réduis même à 30 secondes. Posez votre question directement. Merci beaucoup, cher professeur, pour les rappels. Monsieur Serge, économiste, je voulais poser la question au professeur Raphaël. Premièrement, il a parlé si la production par rapport à la transition énergétique, parce que ça fait partie de mon domaine. Mais ce que j'ai dit, cher professeur, vous savez que les étrangers, quand ils viennent, ils produisent 6 principes qu'on appelle la bourgeoisie comprador. Donc, ils ne peuvent pas venir ici et faire les choses raffinées, faire tout ça, c'est que nous souhaitons bien, bel et bien les faire chez nous. Mais ils font pour qu'ils amènent là-bas pour... Là encore. Il n'y a pas de comment... S'il vous plaît, nous rappelons qu'il faut poser la question. Évitez les commentaires. Si vous commencez les commentaires, nous vous arrachons la parole. Vous êtes prévenus. Je suis prévenu. Voilà. Nous sommes ici pour réfléchir. J'aimerais sortir un peu du cadre purement minier, mais rentrer dans les domaines géostratégiques, bien que je ne suis pas spécialiste. En attendant l'orateur aujourd'hui, je me rends compte la Chine a plus à gagner dans notre pays que la Russie, que les États-Unis et les autres partenaires. Mais curieusement, nous avons tendance à nous tourner vers la Russie pour arriver à mettre fin à la guerre, notamment la guerre de l'Est. Malheureusement, je ne sais pas si c'est pas une sorte de sommeil collectif, ceux qui exploitent d'une manière exagérée nos ressources, notamment la Chine, j'ai l'impression que nous ne savons pas leur demander de l'aide ou bien nous ne savons pas réellement formuler nos revendications. Monsieur l'orateur, s'il vous plaît, chef, est-ce que je peux voir monsieur l'orateur dans les yeux?
Vous êtes expert dans les domaines. Mettez-vous à la place du conseiller spécial de Fachi. Qu'est-ce que vous lui proposerez ici et maintenant pour renverser la situation? Nous sommes plus dans une histoire sensationnelle. Poutine, mais en regardant la géostratégie sur le plan minier, la Russie est totalement étrangère. Que devons-nous faire? Je termine par là. Merci. Posez la question. Oui. Je rappelle encore, posez votre question. Merci beaucoup, monsieur le professeur. La République démocratique du l'UPK à travers le diamant. La République démocratique du Congo est partie prenante du CIRGL à travers le 3T et de l'or et j'en passe. Maintenant, ma question de savoir, à travers maintenant les matières stratégiques que vous venez d'évoquer tantôt, la RDC est partie prenante de quel système international de certification? Merci. Merci. Bon, vous allez derrière. On va reprendre avec... Ça, c'est la deuxième série. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut garder silence, s'il vous plaît? Oui, posez votre question. Gagnons le temps. Merci pour la parole accordée. Monsieur le professeur, vous venez tout à l'heure de faire des projections. Vous avez parlé tout à l'heure de la transition énergétique, l'énergie fossile. On peut aller jusqu'en 2500, estimez-vous. Êtes-vous sûr que nous parviendrons à l'énergie verte? Ou c'est véritablement une chimère? La deuxième question. Il y a plusieurs chroniqueurs de la vie internationale, certains chercheurs qui sont arrivés à une conclusion. Le véritable rival des États-Unis d'Amérique n'est pas la Russie, n'est pas non plus la Corée du Nord, moins encore l'Iran, mais c'est plutôt la Chine. Or, la Chine est de plein pied au Congo et il a quasiment pris en otage tous ces minéraux stratégiques. Le réveil tardif des Européens, monsieur le professeur, quel danger au risque de balkanisation? Je dis et je vous remercie. Ok, merci, ça fait ça. Ok, c'est la deuxième série de 5 questions. Nous laissons le temps à l'orateur de pouvoir répondre. Ok, merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions partir dehors de... Ok, de suite. Mais seulement, c'est que je peux dire qu'il n'y a pas encore une politique globale d'ici au niveau du pays, par exemple, pour faire comprendre à la population les enjeux qu'il y a, par exemple, au niveau des mines, ainsi de suite. Parce que si on ne vous explique là pas, vous ne comprendrez pas. Donc, vous allez commencer à spéculer dans toutes les directions. Mais je pense qu'il y en a, peut-être qu'on en fait moins, on pourrait toujours commencer à en parler. Par exemple, moi, les mines. Il y a l'université de Lubumbashi, il y a les mines. Aujourd'hui, on parle de l'université Matata Mapon ou un truc comme ça. Ils ont mines. Il y a quand même des filières mines. Mais comme j'ai toujours dit, à l'université, les systèmes, comment on appelle ça, guidance, tout ça, qui doit montrer par exemple les avantages, comme dans d'autres universités, les portes ouvertes, vous venez, ça c'est Polytech, il y a électricité, il y a mine, on vous montre ce qui s'est fait à mine, tout ça, et les gens apprécient, c'est peut-être ce qui nous manque, mais il y a quand même mine et géologie. En plus, les gens confondent. Vous voyez ici, quelqu'un dit, vous êtes des géologues, moi je ne suis pas géologue, moi je suis ingénieur civil des mines, dans certaines universités, ainsi de suite. Alors, en passant aussi pour te dire, il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé il y a un mois entre les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire et Madame la ministre des Mines pour créer une école spéciale des mines.
avec tous ces enjeux ici, des minéraux critiques, tout ça, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous dis qu'il y a un arrêté, il y a un mois, donc il a été signé entre le ministre Mouindo et madame la ministre des Mines. Alors pour maintenant pousser, inciter des étudiants, des Congolais à embrasser cette filière là-bas pour commencer à trouver une solution. C'est un peu ça. Alors, autre chose aussi, vous avez parlé du fonds minier. Oui, pour les générations futures. Alors, ça a été créé, ça fait partie des dispositions du code minier. Donc, même si on vous dit la Constitution, c'était des Européens, même l'époque parlait déjà des développements durables. Okay? On a les mines. Mais le problème est que même si on a autant de réserves, nous ne sommes pas aussi obligés de les exploiter, de les consommer maintenant. Donc, la perspective, comment je peux dire, des développements durables demande que nous devons exploiter pour répondre à nos besoins actuels, mais ne pas aussi empêcher les générations futures à répondre à leurs besoins. Ce qui veut dire que même en termes d'exploitation, on parle déjà de gestion durable des ressources minérales. Ça veut dire, même si on peut identifier, on peut estimer tout ce que nous avons comme réserve, on peut, s'il y a une possibilité de recycler, on va vous dire non, il faut plutôt recycler qu'exploiter les exemples qu'on avait du diamant, ainsi de suite. Parce qu'il y avait un Belge qui me faisait rire, il me dit, mais tous les diamants qu'on a mis là, ce n'est pas pour votre génération. Ils disent que chez eux, ils avaient du charbon. Aujourd'hui, quand vous êtes à Bruxelles, toutes les mines souterraines là-bas, c'est maintenant des trucs de métro. Mais que pour votre passage sur Terre, c'est pour tout celui qui va s'appeler Congolais. Or, il n'y a pas que vous. Ce qui veut dire que si vous voulez exploiter, exploitez un peu, mais laissez pour les générations futures. Alors c'est ainsi qu'on a mis ces fonds-là. Oui, c'est beaucoup d'argent, comme tu l'as dit, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup, au moment où nous parlons, c'est un fonds qui a été mis en place pour beaucoup aussi plus financer l'exploration. On s'est dit, oui, on ne peut que se concentrer sur le cobalt, donc financer aussi l'exploration et faire la découverte de nouveaux gisements. Alors, conseil par rapport au stockage des mines stratégiques. Bon, je ne sais pas, ça c'est, je vous ai dit ici que c'était la politique un peu des Européens, diversifiée, c'est un peu déstocker, comment il disait aussi, chercher aussi des solutions alternatives, ainsi de suite. Mais pour l'instant, nous, bon, on ne peut pas parler de voir ça. Comme il y avait une forte demande, on avait essayé de limiter les ventes du coup, même les artistes. Tu ne peux plus partir comme à l'époque du diamant, un creuseur isolé, tu pars, tu exploites, non. Aujourd'hui, si vous voyez le code minier, la version de 2018, encourage les artisanaux à travailler en coopérative. Donc ce sont des coopératives. Alors quand vous avez une structure comme coopérative, et puis on met aussi à votre disposition des EDA, comme on l'appelle les EA, des zones d'exploitation artisanale, et maintenant ça c'est suivi et c'est encadré. De sorte maintenant que tous les minéraux qui sortiront de là peuvent aller sur les marchés internationaux. Qui sortiront de là peuvent aller sur les marchés. Quoi? Je vais m'oublier. C'est vous qui avez parlé de la... Non, non, c'est le prof. C'est le prof qui a parlé de la géostratégie. De la production. Bon, si vous pouvez me rappeler... La question c'est encore quoi? J'ai parlé de la production, oui. la distribution et la consommation. Oui. Alors, ma question, beaucoup plus, c'était si ce que vous avez dit, les cobalt, la question était allée sur la substitution. Oui. C'est que vous avez parlé de la substitution des minéraux à un autre par rapport au temps. Vous avez parlé du cobalt et vous dites que ce qui préconise, vous préconisez, les scientifiques préconisent beaucoup plus les lithium, les années à venir. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, bien sûr que j'ai confondu, vous n'êtes pas géologue, mais je voulais savoir tout simplement qu'est-ce que nos géologues à nous, donc les experts en matière, préconisent quoi à nous, les propriétaires de ces minéraux, toutes sortes de ces minéraux, pour prévenir à cette préconisation-là. Donc je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, ok, j'essaie un peu de répondre, mais sincèrement, je n'ai rien compris en fait. Mais j'essaie un peu... Donc, voilà pourquoi je n'avais rien écrit, parce que je n'avais rien écrit. Non, écoutez, je n'ai pas dit... Et aussi, le cobalt dans la fabrication des batteries, il n'y a pas que le cobalt seul. Il y a un assemblage cobalt
manganèse, nickel parfois. Mais là, aujourd'hui, on commence à parler un peu beaucoup plus avec le lithium. Mais tout dépend sur des propriétés, par exemple. Je vous ai dit qu'exploiter les ressources en place, parce que si vous recyclez, les ressources en place vont rester et les générations futures pourront trouver, par exemple, qu'on avait du diamant, ainsi de suite. Parce qu'il y avait un Belge qui me faisait rire, il me dit, mais tous les diamants qu'on a mis là, ce n'est pas pour votre génération. Ils disent que chez eux, ils avaient du charbon. Aujourd'hui, quand vous êtes à Bruxelles, toutes les mines souterraines là-bas, c'est maintenant des trucs de métro, les galeries là, c'est des métros. Donc les Belges actuels, vous dites non, on avait des mines de charbon. Ils ne croient pas parce qu'ils ne voient pas, peut-être à part des photos. Or, ils disent que si Dieu a mis ça, n'avait pas mis que pour votre passage sur terre, c'est pour tout celui qui va s'appeler Congolais. Or, il n'y a pas que vous. Ce qui veut dire que si vous voulez exploiter, exploitez un peu, mais laissez pour les générations futures. Alors c'est ainsi qu'on a mis ces fonds-là. Oui, c'est beaucoup d'argent, comme tu l'as dit, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup, au moment où nous parlons, c'est un fonds qui a été mis en place pour beaucoup aussi plus financer l'exploration. On s'est dit, oui, on ne peut que se concentrer sur le cobalt, dont on détient les grandes réserves mondiales, mais parlant du lithium, du nickel, du chrome, on a beaucoup d'éléments chimiques, on en a beaucoup. Mais pour lesquels on n'a que des indices de minéralisation, mais on n'a pas des réserves, comment dire, certifiées. Alors ça, on peut aussi utiliser ces fonds-là pour maintenant intensifier l'exploration. Et ça même, c'est dans la politique du chef de l'État. Comme ça, même si on a consommé du diamant, il n'y en a plus assez, on va dire aux générations futures que non, vous voyez maintenant, à Lucha, Tchankonko, il y a du nickel et du chrome, ça sera pour vous, parce que nous, on n'avait pas eu à valoriser cela. Donc c'est ça. Le fonds existe, mais beaucoup plus pour financer aussi l'exploration et faire la découverte des nouveaux gisements. Alors, conseil par rapport au stockage des minéraux stratégiques. Bon, je ne sais pas, ça c'est, je vous ai dit ici que c'était la politique un peu des Européens, diversifier, c'est un peu déstocker, comment ils disaient aussi, chercher aussi des solutions alternatives, ainsi de suite. Mais pour l'instant, nous, bon, on ne peut pas parler en termes de stockage. Bon, on va stocker quoi? Parce que si vous regardez là-bas, on vous dira que non. La contribution, par exemple, de la vente de tout ce qu'on avait comme produit marchand minier, mais c'est au-delà de 50 ou 60%. Donc si les mines arrêtent aujourd'hui, presque tout va s'arrêter parce que même pour payer des gens, c'est des mines. Il faut seulement voir quand le cours varie. Nous, le cours du cuivre a varié. Le cobalt, une tonne était il y a 2-3 ans, avait atteint même les 5 000 $ la tonne. Mais aujourd'hui, c'est autour de 28 000, 29 000. Alors vous allez voir que tout chute. Parce que nous vivons un peu de ça. Alors, ce qui veut dire que, même si on veut faire cette politique-là comme des pays de l'OPEP, comme l'Arabie, ça sont des pays très riches, qui peuvent se dire, par exemple, que non, on ne vend plus du pétrole. Donc, comme il y a ceci, on bloque nos stocks. Ou ils maintiennent des quotas. C'est comme ça qu'ils font des cartels. Ils disent que non, on ne peut mettre tel quota sur le marché international. Comme ça, ils vont influencer le cours. Mais nous, on ne peut pas. À un moment, bon, ça, je ne vous dis pas, entre guillemets, le ministre des Finances, je pense, avait essayé de voir ça. Comme il y avait une forte demande, on avait essayé de limiter les ventes du cobalt pour quand même que le cours augmente. Mais c'était l'inverse. Donc quand vous stockez, comment vous allez dormir affamé parce que vous devez vivre, il faut vendre pour vivre. Donc nous, on ne peut pas encore le faire. On ne peut le faire que si on a des solutions alternatives. Alors je passe vite. Ah, tu as pesé beaucoup de choses là. Artisanat minier, oui. Je pense que dans le code minier déjà de 2002, on parlait à l'époque de SASCAM. Au moment où nous parlons même aujourd'hui, il y a tout un service public, comme c'était ce que moi je suis. Il y a un directeur général, tout. Dans un service d'assistance et d'encadrement de l'artisanat et de la mine à petite échelle. SAEMAP, comme on l'appelle. Alors eux, ils encadrent. On a vite compris, parce que aussi les Européens, je vous ai dit ici que quand on dit même les chaînes d'approvisionnement responsables, tout ça, ils regardent la traçabilité. Si votre cobalt, par exemple, vient d'une mine artisanale, dans laquelle il y a des femmes enceintes, tout ça, les ONG vont déclarer tout ça, par exemple, que non, le cobalt qui vient de tel site, par exemple, ce sont des creuseurs qui sont là, il y a des femmes, il y a des enfants. Alors, directement, on vous dit que non, votre cobalt, c'est le cobalt rouge. On n'achète pas. Donc, vous pouvez l'amener n'importe où, on ne l'achète pas. C'est ainsi maintenant qu'on a dit, non, il faut maintenant essayer un peu aussi de viabiliser un peu ces secteurs-là. Et il y a tout un service public qui s'en occupe. Et aujourd'hui même, les artistes, tu ne peux plus partir comme à l'époque du diamant, un creuseur isolé, tu pars, tu exploites, non.
Aujourd'hui, si vous voyez le code minier, la version de 2018, encourage les artisanaux à travailler en coopérative. Donc ce sont des coopératives. Alors quand vous avez une structure comme coopérative, et puis on met aussi à votre disposition des EDA, comme on l'appelle les EDA, des zones d'exploitation artisanale, et maintenant ça c'est suivi et c'est encadré. De sorte maintenant que tous les minéraux qui sortiront de là peuvent aller sur le marché international où on sait que non, ça vient par exemple d'un site où tout a été mis en place pour que ça soit exploité probablement. Et dernièrement, on a même inauguré le site des négoces de Moussompo. C'est comme une petite place boursière parce que tous ces artisanaux là-bas, comme ils ne savent même pas en termes de teneur, ils n'ont même pas des équipements pour par exemple prendre, évaluer la teneur de leurs minéraux, de tout ça, on les achète comme ça. Alors parfois ce sont des grandes firmes internationales qui sont tout autour, qui commencent à acheter et ils amènent des sacs, ils achètent. Et ça aussi, internationalement, ça ne passe pas. C'est ainsi que même on a mis un centre de négoce où ils ne peuvent plus vendre aux trafiquants comme ça, ils amènent dans un centre, on l'a mis à Colosi, à Moussompo. Et quand ils arrivent là, on a même un labo du CEC qui peut par exemple prendre les minéraux, déterminer la teneur et regarder le cours par exemple du métal et puis faire des simulations pour revenir pour voir mais si le métal est à autant, c'est après concentration, traitement, mais le minerai brut à telle teneur, on peut vendre et mettre un prix et ça sera quand même une plus-value et ils seront quand même bien, comment je peux dire, ils auront quand même des, en termes de revenus convenables, ils ne seront plus un peu floués comme on les fait actuellement. Donc l'artisanat, on encadre. Mais seulement il faut dire que pour même exploiter, il faut avoir une zone d'exploitation artisanale. Or, la plupart des zones là-bas, c'est toujours des carrés miniers. Alors, la loi prévoit aussi que non, la loi, en fait, l'État peut à un moment donné dire par exemple que telle zone, j'en fais par exemple une zone d'exploitation artisanale. Et il y en a comme ça. Mais malgré ça, les artisanaux essaient toujours de frauder dans les entreprises minières là. Et c'est un peu de tout ça. Mais ça existe, on encadre quand même cela. Alors, Monsieur Serge, l'économiste, préconisez quoi? J'ai même oublié. C'est vous qui avez parlé de la... Non, non, c'est le prof. C'est le prof qui a parlé de la géostratégie. De la production. Bon, si vous pouvez me rappeler... La question, c'est encore quoi? J'ai parlé de la production, oui. la distribution et la consommation. Oui. Alors, ma question, beaucoup plus, c'était si ce que vous avez dit, les cobalt, la question était allée sur la substitution. Oui. Vous avez... Voilà. Donc la question était si ce que vous avez parlé de la substitution des minéraux à un autre par rapport au temps. Vous avez parlé du cobalt et vous dites que ce qui préconise, vous préconisez, les scientifiques préconisent beaucoup plus les lithium, les années à venir. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, bien sûr que j'ai confondu, vous n'êtes pas géologue, mais je voulais savoir tout simplement qu'est-ce que nos géologues à nous, donc les experts en matière, préconisent quoi à nous, les propriétaires de ces minéraux, toutes sortes de ces minéraux, pour prévenir à cette préconisation-là. Donc je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, ok, j'essaie un peu de répondre, mais sincèrement, je n'ai rien compris en fait. Mais j'essaie un peu... Donc, voilà pourquoi je n'avais rien écrit, parce que je n'avais rien écrit. Non, écoutez, je n'ai pas dit cobalt, lithium, non. Tout dépend de la technologie. Ok? Et je n'ai pas dit aussi, le cobalt dans la fabrication des batteries, il n'y a pas que le cobalt seul. Il y a un assemblage cobalt, manganèse, nickel parfois. Mais là aujourd'hui on commence à parler un peu beaucoup plus avec le lithium. Mais tout dépend sur des propriétés par exemple. Je vous ai dit que quand on dit par exemple le cobalt, on dit non à une grande propriété par exemple de stockage de l'énergie. Ça veut toujours dire que non, non, pour l'instant on ne peut plus les substituer. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin du monde on ne va pas jamais. Non, non, les études continuent. D'ailleurs, il y a même une étude dernièrement qui est sortie aux États-Unis pour dire que non, on a trouvé un... Mais la Chine est là, ce n'est pas que comme la Chine est là, la Chine doit absolument nous aider, mais non. C'est du business. Ils sont là, ils payent. Ce n'est pas qu'ils sont là, c'est gratuit. Non, ils payent. Ils exploitent, ils payent la redevance minière comme tout.
Alors, c'est aussi, j'avais oublié de vous dire, en passant, un aspect important. Juste là, on n'a que 3 substances minérales qu'on a dans les décrets classés comme étant critiques. Mais là, du coup, les Américains ou les autres refusent que vous allongez la liste. Oui, mais pourquoi? Parce que notre code minier dit ceci, dès qu'un métal ou un autre minéral passe directement comme critique ou stratégique, même la redevance minière change. C'est ainsi que le cobalt est taxé à 10%, alors que les autres sont autour des autres, parce qu'il est déjà stratégique. Le coltan en même temps. Alors maintenant, les miniers refusent. Si vous dites non, les lithium aussi, ils voudraient qu'on reste seulement à 3 là. Parce que économiquement parlant, ils vont payer beaucoup plus cher en termes de taxes. C'est ça la politique qu'on doit voir. Est-ce qu'on doit rester? Parce que non, ils vont faire non. Il faut voir, par exemple, on n'a que 3. Ils se plaignent déjà de ces 3 là parce qu'ils payent cher. Maintenant, ils voudraient qu'on n'allonge pas la liste. Alors que l'Union européenne, je vous ai dit qu'ici c'est presque 50. Les Américains aussi autant, donc ainsi de suite. Alors, ça j'ai dit. Alors, ok, notre ami, le processus de ainsi de suite. Mais il y a par exemple des pays comme les pays du Golfe. Même si ces pays-là savent qu'à un moment donné, on peut se passer du pétrole, mais ils ne peuvent pas aussi accepter. Ils ne peuvent pas aussi accepter. Donc ils ont beaucoup de réserves, ils voudraient les exploiter, ils voudraient ainsi de suite. Et juste là, il y a certaines applications, par exemple, certaines applications pour lesquelles on a encore beaucoup plus besoin de ces sources d'énergie là-bas fossiles. C'est pourquoi on dit on doit aller. Mais au niveau, par exemple, des COP ou ainsi de suite, ils parlent beaucoup plus en termes de réduction, en termes de température. On dit par exemple en 2050, sur le rectangle, je vous ai dit que non, nous sommes à l'intersection. On ne veut pas être totalement dans le rouge, énergie fossile, mais on parle déjà de la transition, ça veut dire qu'on doit commencer à utiliser une partie d'énergie fossile, donc substitution. On voudrait que cette substitution, par exemple, soit quand même élevée, mais c'est compliqué avec tous les enjeux que je vous ai montrés ici, géopolitique, ainsi de suite. Je pense que globalement, j'ai dit l'essentiel. Merci. Je pense que nous allons prendre la dernière série de questions. Je crois que l'heure avance vite. Je vais moi-même donner la parole à 5 personnes et ça sera fini. Fred. Merci pour la parole. Merci, professeur, pour votre exposé. Ma question, c'est... Bon, je me suis dit que l'objectif de la transition énergétique, c'est justement l'assainissement de l'environnement et tout. Alors, je voulais poser la question, que pensez-vous de la production de l'énergie par la décomposition des matières fécales? Parce que je pense que d'abord, c'est facile de produire. Ils peuvent produire jusqu'à 9,5 milliards de dollars. Et aussi, ça peut aider à l'assainissement du sol et de nos eaux. Alors, la question, c'était de savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Merci. J'ai dit, je félicite le professeur Raphaël pour son exposé. Je voulais juste lui poser une question. Le ministère des Mines a créé un service pour faire l'exploration à travers le Congo, des services géologiques. Où en sommes-nous avec ces services? Donc ces services, normalement, c'est ces services qui doivent mettre en exergue, qui doivent travailler pour qu'ils puissent mettre en exergue certains gisements, dont notamment les minéraux stratégiques. Où en sommes-nous avec ces services? Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Je suis Paulin. Cher professeur, merci beaucoup pour l'exposé. Je vous avais bien suivi. Mais les problèmes qui me dérangent beaucoup plus ici, ce sont beaucoup plus les questions environnementales. Puisque si nous voulons transiter énergétiquement, tous ces procédés-là demandent l'industrialisation. Or, je vois dans les secteurs miniers ou bien dans les secteurs industriels, ces secteurs lui-même polluent à 52%. Donc, on a même donné, par exemple, des permis pour des retraitements des rejets. Il y a beaucoup de rejets miniers, notamment si vous allez à Lubumbashi, aux US. Merci. Je pense que nous allons prendre la dernière série de questions. Je vais moi-même... je vois une petite parenthèse concernant les ressources renouvelables et non renouvelables. Vous avez parlé plus
sur les ressources non renouvelables. Vous avez parlé de coltan, de cobalt, etc. Nous parlons du développement durable. Si réellement notre pays tient compte du développement durable, est-ce que aujourd'hui, si nous exploitons toutes ces ressources que vous avez citées là-bas, notre génération future va en bénéficier de ça? Ça, c'est la première. La deuxième, quels sont les principaux éléments qui contribuent au réchauffement climatique? Parce que vous avez cité que le COD. Oh, il y a un auteur qui dit le COD n'est pas toxique. Parce que quand je parle comme ça, je suis en train de dégager aussi le COD. Si réellement il était toxique, quels sont les inconvénients de ça? Merci. Voilà. Nous clôturons la série des questions et nous demandons au professeur Matamba d'être aussi bref dans ses réponses. Professeur, vous avez la parole. Merci, je serai bref. Je commence à me fatiguer. Ok. Alors, il y a Patou, il y a Fred. Bon, il y a plusieurs formes d'énergie. Hein. Donc, vous voyez, quand j'avais mis le graphique ici, j'ai montré le pétrole, le gaz, le charbon, pour vous montrer que c'était quand même des sources d'énergie fossiles, combustibles fossiles. Mais quelque part, vous avez vu, il y avait la biomasse. Il y a la biomasse. Donc, on ne peut pas entrer en détail. On peut aussi avoir ces formes d'énergie-là qui sont propres, qui ne polluent pas. Donc, quand j'encerclais, j'ai montré la partie où il y a du carbone organique qui, quand il y a combustion de combustible, alors les CO2 étaient mis, ainsi de suite. Il y a des recherches dans ce sens là-bas qui essaient, par exemple, de transformer certaines substances pour en tirer une énergie qui est propre, qui ne pollue pas l'environnement. Alors, partout, service géologique national, ok, je sais, vous êtes géologue, ainsi de suite. Oui, ça existe. Alors, brièvement, on est la CTCPM, je pense qu'on voit partout là, ça c'est un peu au niveau. Et que le service géologique national, bien sûr, est là. D'ailleurs, ça répond à beaucoup de questions qui ont été aussi posées ici. Ça a été créé pour que la RDC fasse l'exploration, découvre maintenant ses propres gisements. Donc ça va être des gisements où la RDC peut être par exemple actionnaire à 100%, comme ce fut le cas avec la Gécamine, parce que presque tout avait été vendu, je ne sais pas, au niveau des années 2000 avec le code minier que la Banque mondiale avait mis en place. Alors, il y a un problème. C'est le problème que j'ai trouvé, on en parle là. Là, le service géologique ne peut découvrir de nouveaux gisements que si elle passe par exemple, enfin, qui passe à l'exploration. Donc il faut faire l'exploration. Mais va faire l'exploration où? Il y a ce que le code définit, les zones de recherche géologique, les ZRG, qui sont censées être des zones qui ne sont pas attribuées. Donc qui ne font pas l'objet des titres miniers, quand il y a un permis de recherche, ainsi de suite. Alors, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que même les zones de recherche géologique à l'époque là-bas, tout ça a été donné comme en termes de carrés miniers. À tel point que le service est là, mais ils ne savent pas où aller faire l'exploration. Quand vous prenez la carte, vous regardez là, c'est couvert par un titre. Ici, c'est couvert par un titre. Et je pense que le travail, j'ai vu même, Madame la Ministre, tout ça avec les gens de Excalibur, je ne sais pas, les Canadiens, donc où ils ont des difficultés pour trouver même où faire l'exploration. Donc tout a déjà été presque distribué. Maintenant, le travail qui est là, c'est maintenant de voir quels sont par exemple les titres qui ont été illégalement attribués, quels sont les permis qui devraient par exemple être cédés, donc on devait amodier ou des trucs comme ça, mais qui courent toujours. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'arrêtés qui ont été créés. Je pense que Madame la Ministre va en parler. Parce que c'est un tas d'arrêtés. Donc des permis qui existent, on dit une année, mais il a déjà fait 10 ans. Mais il a toujours. Et quand on regarde, c'était une zone de recherche géologique pour l'État. Mais ça a été fait quoi? Ça a été attribué. Alors c'est un peu ça. Mais ils sont en train de se battre pour retrouver d'abord en totalité les zones de recherche géologique et puis passer à l'exploration. Mais les quelques zones qui étaient là, notamment au Kasaï, hein, il y a des blocs du Kasaï, de l'Équateur, Excalibur, qui est financé par les fonds miniers, a déjà commencé l'exploration là-bas. Alors, le numéro 3, c'est vous? Non, vous avez dit qu'il y a des industries qui polluent.
Je ne sais même plus qui a parlé des industries qui polluent. C'est les derniers? Bon, je commence d'abord... je réponds d'abord à Maître Floribert parce qu'il a dit, vous avez dit que non, la Chine, j'ai dit 5 fois, la Chine a tout pris. La Chine a tout pris. Mais on ne voit pas les retombées. Mais je venais de dire ici, comme toi, le chef de l'État avait regardé, tout le monde a constaté que non, mais finalement, quand vous voyez Tengue Funguru, mais c'est gigantesque. Mais quand vous regardez au niveau de la redevance, mais on vous dit non, non, c'est comme ça qu'on avait négocié. Vous regardez tout ce qu'ils ont comme mine, rien. C'est ainsi qu'on a regardé. Même ce qu'on a pu récupérer, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc ça avait été bradé. Ça avait été bradé. Mais maintenant, avec la nouvelle politique, on est en train un peu de récupérer. On est en train de récupérer. Alors, pour les objectifs de développement durable, ressources non renouvelables, je m'excuse, Génération va bénéficier. Quels sont les autres éléments à part les COD? Bon, non. Le développement durable, bon, tout le monde le sait, je l'ai défini ici. OK? Donc, il tient compte de l'environnement, du social, tout ça, technique, ainsi de suite. Mais, je l'ai dit encore ici, aujourd'hui on parle aussi de gestion durable des ressources, notamment les ressources minérales, comme on l'a dit. Ce n'est pas parce que ça a une valeur économique qu'il faut exploiter et vendre. Je vous ai dit que s'il y a possibilité de recycler et les laisser en place, c'est mieux pour les générations futures. Alors, ça, cette politique-là aussi, je pense que nous l'appliquons. Nous l'appliquons parce qu'aujourd'hui, si vous allez aussi au Katanga, on a même donné, par exemple, des permis pour des retraitements des rejets. Il y a beaucoup de rejets miniers, notamment si vous allez à Lubumbashi, aux UL, ça on appelait Mumbunda. Aujourd'hui, il y a toute une entreprise qui... Le germanium est dedans, le gallium. Donc la Gécamine commence à retraiter et il y a beaucoup de germanium. On a eu à visiter ça dernièrement. Donc c'était des sortes qu'on jetait. Or, s'il y a un minerai tout venant naturel qui a du germanium, vous allez vous l'exploiter. C'est du gaspillage. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une bonne gestion. Alors, ce qu'il faut, ça veut dire que le minerai, là, vous les laissez en place pour les générations futures, mais vous faites quoi? Vous exploitez les rejets. Parce que ce sont des rejets, c'est ce qu'on avait jeté pour les exploitations antérieures, on y revient, on récupère. C'est ce qu'on appelle les retraitements. Donc, c'est une pratique qui s'inscrit dans le cadre d'un développement durable. Non, je ne veux pas aller en détail, réchauffement climatique, tout ça. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre, même la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, le gaz méthane, il y en a beaucoup. Mais ici, je parle du CO2. Du CO2 qui provient généralement de la combustion et certains processus. Celui-là qui est par exemple nocif pour l'environnement. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup de CO2 qui... Ce n'est pas seulement pour les entreprises, en fait, comment je peux dire, les automobiles, non, par exemple les voitures, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de processus. Si vous allez les cimenteries, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Mais le CO2 qui vient là ne vient pas pratiquement de la combustion. Bien sûr, il y a le combustible qu'on utilise, le charbon aussi dans le four. Mais parfois, le CO2 provient aussi de la décarbonatation des roches calcaires dans le four. Parce que quand on met les calcaires là-bas et de l'argile pour vous fabriquer du clinker et du ciment, les calcaires à une température, c'est des carbonates. Donc c'est le carbonate de calcium. Quand ça se carbonate, ça vous donne le CaO, l'oxyde de calcium, et le CO2 qui est un gaz qui est parti. Et même les cimenteries aussi, il y a des impositions énormes pour qu'ils commencent à produire de façon responsable. Donc une production qui doit émettre moins de CO2. Et si vous voyez par exemple au niveau du CO2 global, il n'y a pas que le CO2 qui est émis par exemple des voitures, tout ce qu'on dit remplacement voiture. Non, il y a même ces entreprises-là. Mais si on doit aller en détail, c'est beaucoup de choses, on ne saura pas le faire. Donc je pense que j'ai balayé l'essentiel, monsieur le coordonnateur. Merci à l'orateur du jour. Et comme vous le savez, à la fin, nous devons faire un bas. Nous le remercions. C'est un exposé de haute facture, clair, limpide, comme je l'ai dit au début. Je demande à la salle de se lever. Bon, nous allons faire un bas, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Cette fois-ci, nous ajoutons le bas minier. Je ne sais pas, il choisit lequel? Affectif, minier. Voilà, c'est le cordon qui est très rodé dans ce genre de bas. Voilà. Choisissez le bas affectif. Allez, on y va. P.
Voilà, merci professeur, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous passons au deuxième point, c'est le divers. Dans le divers, nous commençons par vous dire, vous avez constaté dans la salle que le coordonnateur national et Madame la CG ne sont pas avec nous. Donc, ils sont dans les coulisses de l'informateur. Donc, ils travaillent, donc vous comprenez qu'ils font un travail politique. Donc, ils seront avec nous dans les prochains jours. Je voudrais également nous rappeler que l'école des langues a repris depuis le lundi passé. Prière de prendre inscription et d'y participer. Et je vais regarder mon calepin, ce que j'ai écrit. Voilà, le samedi, chaque samedi, à partir de 14 h, il y a le café informatique. Voilà, c'est essentiellement ça comme divers. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui a un divers, mais nous rappelons. Là, je demande de couper la caméra et c'est fini. Donc...